Bonjour Loïs, bienvenue à nos participants, bienvenue à cette chronique qui se nomme 45 minutes chrono. Alors, soyez rassurés pour les participants, il n'y a aucun problème technique. Vos micros et les vidéos sont coupés volontairement. Alors, sachez que vous aurez la possibilité de poser vos questions après nos 30 minutes d'interview de notre invité d'aujourd'hui. Le QNR qui se trouve juste en dessous, au niveau de votre barre à droite, vous donnera la possibilité de poser toutes vos questions. Je vous donnerai le go au moment où vous pourrez poser vos questions à notre invité. Alors, le sujet du jour est le relèvement du plafond carte bancaire sans contact à 50 euros, qui a été mis en œuvre le 11 mai dernier à l'occasion du déconfinement. Et pour en parler, on accueille aujourd'hui notre expert, Loïs Moulin. Bonjour à tous et très heureux d'être là avec vous. Alors, je préfère les formules habituelles de l'association du paiement que sont les tables rondes. C'est quand même plus facile et plus simple et finalement plus agréable, mais il faut s'adapter aux circonstances. Donc voilà. Bienvenue à ce nouveau format. Merci Loïs. Alors, vous connaissez le principe. La toute première question, c'est de savoir comment vous allez et comment surtout avez-vous vécu le déconfinement du 11 mai dernier. Alors je vais très bien, tout mon foyer va très bien. Alors, par rapport à votre question, en fait, je ne pense pas avoir vécu quoi que ce soit en matière de déconfinement. En ce qui nous concerne, en tout cas en ce qui concerne l'entreprise, on est toujours en télétravail. En ce qui concerne ma femme et ma fille, elles n'ont jamais été confinées dans la mesure où elles bossent toutes les deux dans des hôpitaux et donc continuent leur activité comme avant. Donc finalement, le seul changement, c'est la possibilité de sortir sans avoir à imprimer ou télécharger dans son smartphone une attestation. Mais à part ça, rien n'a vraiment changé. Merci Loïs. Alors, vous ne faites pas partie des Français qui ont pris un rendez-vous avec leur coiffeur. Alors, pas encore, parce que comme, comme les chiffres, en tout cas, nous, on le voit, le montrent, comme de manière qualitative, on peut le voir aussi à la télévision ou les uns et les autres, c'est que les coiffeurs sont surbookés. Donc, j'ai un rendez-vous chez le coiffeur, je vous rassure, ben, ça sera vendredi soir. D'accord, merci pour cette précision. Alors justement, on a parlé de déconfinement. Comment avez-vous géré la continuité de service au sein de CD? Comment pilote-t-on d'ailleurs l'activité dans ces conditions où on nous demande en 24 heures de se confiner? Comment gérons-nous les collaborateurs pardon, à distance? Comment avez-vous géré cette organisation? Alors, j'ai fait une sorte de petit rétroviseur pour voir comment tout s'était passé, finalement, dans l'entreprise. Ces 50 jours sont passés très, très vite. En fait, nous, on a bénéficié déjà d'une circonstance très favorable, c'est qu'on a relooké notre plan de continuité d'activité et on avait fini de déployer nos outils collaboratifs courant janvier, fini à 90%. Le premier flash d'information du personnel autour du Covid, il date de début février, où on parle principalement des gestes barrières. Ensuite, il y en a un certain nombre qui se sont suivis. Et on commence à parler de confinement le 2 mars. Le 2 mars, on annonce aux collaborateurs qu'ils vont peut-être avoir à se confiner et donc que notamment ceux qui doivent être opérationnels à J+15 doivent maintenant impérativement emporter leur PC tous les soirs. Le 12 mars, on refait la même information, mais on dit là, c'est tous les collaborateurs qui doivent emporter leur PC. Le 13, on recommande aux collaborateurs qui le souhaitent et qui le peuvent d'être en télétravail. Et en fait, le lundi 16, on était à 50% de télétravail. On a fini d'équiper les derniers collaborateurs de PC. Et en fait, le 17, on était tous, voilà, tous en télétravail, en PC à généraliser et les bureaux étant totalement fermés. Alors ça, c'est pour ça que finalement, on a réussi sans trop de difficultés, finalement sans aucune difficulté à mettre toute l'entreprise en télétravail. Et après, la question suivante, c'est comment on anime une PME, hein, parce que Carte Bancaire, c'est une PME de 100 personnes autour d'un télétravail généralisé qui n'avait jamais été expérimenté jusqu'à présent. Alors ça passe de manière, globalement pour l'entreprise, déjà par de la communication interne. Donc on a mis en place un Good Morning CB,
donc au travail d'un canal Team, plutôt humoristique, en gros, où les collaborateurs échangent des photos, des histoires drôles, des jeux, voilà, il y a des défis qui sont lancés, la meilleure photo, etc. Et voilà, ça, c'est un effort d'animation interne qui est important pour maintenir finalement un lien social dans l'entreprise. Après à chaque directeur ou à chaque équipe aussi de gérer la continuité de son plan de travail et la continuité de son lien social au sein de son équipe. Donc ça passe par finalement peut-être plus de staff que d'habitude, plus de points bilatéraux que d'habitude. Nous, alors, on est une entreprise particulière, on n'a pas eu, notre plan de travail finalement ne s'est pas allégé brutalement à cause de la fermeture des commerces. On a continué à travailler. En revanche, on a eu un certain nombre de nouvelles priorités à gérer. Alors, le sujet du plafond sans contact sur lequel on s'étendra, la mise en place de tout un ensemble d'indicateurs partagés avec les pouvoirs publics, l'INSEE, notre gouvernance autour un petit peu de l'évolution des paiements et des retraits. On a un lab d'innovation qu'on a aussi un peu réorienté sur le sujet du confinement et la fermeture des commerces. Donc, on a eu finalement plus de travail en, en confinement qu'avant. Voilà, donc mais on a réussi à la fois par la communication interne, on a une cellule de crise aussi qui se réunit une fois par semaine maintenant, qui se réunissait quasiment tous les jours avant le démarrage du confinement. Et aujourd'hui, le sujet de la cellule de crise, c'est comment on gère l'après-confinement. Et nous, par exemple, dans notre entreprise, on a décidé de maintenir le télétravail en application des recommandations un petit peu régionales jusqu'au 2 juin minimum. Et on verra ensuite comment on reprend ou pas le travail en présentiel sous forme de rotation d'équipe, etc. Mais voilà, globalement, ça s'est bien passé, et notamment parce qu'on avait finalement des outils adaptés. Team, et alors, on n'utilise pas Zoom, mais on utilise Team et ça fonctionne très bien. Merci, en tout cas pour ce retour d'expérience. Alors, vous avez parlé d'agilité, d'organisation. Vous étiez d'ores et déjà doté d'outils, pour justement continuer, en télétravail, avec vos collaborateurs et les salariés de carte bancaire. Alors justement, si on en revient au sujet du jour, la mise en œuvre du rehaussement, du plafond, de cartes sans contact était prévue, selon moi, dans votre roadmap pour 2021. Donc là, crise sanitaire, une situation inédite qui touche le monde entier. Comment avez-vous fait, pour mettre en œuvre aussi rapidement, ce rehaussement du plafond à 50 € et comment s'est passée d'ailleurs cette initiative? Alors effectivement, c'était au plan d'action de cette année. Je pense on était en train de lancer les travaux un petit peu en février pour cartographier déjà ce qu'il y avait à faire. On aurait certainement décidé en juin ou en septembre un scénario et un calendrier de mise à niveau de ce plafond. Et sans trahir de secret, très probablement, on aurait décidé de le mettre en œuvre pour juin de l'année prochaine. C'est-à-dire, en fait, se donner le premier semestre pour mettre à niveau notamment les systèmes des banques émettrices et l'éventuelle reprogrammation des cartes. Donc, en gros, c'était le calendrier normal. Il y a quand même un calendrier nettement plus rapide que la fois précédente. La fois précédente, pour des raisons notamment techniques, en fait, ça a pris 2-3 ans pour déployer le 30 €. Là, ça aurait pris en gros 6 mois, hein, sans trop se presser, sans trop se mettre la pression. Alors, comment on a fait pour le faire finalement en quelques semaines? Alors, le sujet de l'augmentation s'est posé. Alors je me demande si c'est pas même posé avant le 16 mars, hein. En gros, la question, il y a eu notamment une communication de l'OMS, alors, enfin en tout cas qu'on a attribué à l'OMS début mars, si ma mémoire est bonne, disant le sans contact geste barrière. Et à partir de là, ça a effectivement suscité quelques questions. Euh, à l'époque, déjà, le constat qu'on faisait, c'est que le 30 € n'avait pas encore fini de s'imposer. D'ailleurs, il a mis beaucoup de temps, finalement, le réflexe du consommateur pour payer au-delà de 20 € sur en sans contact
a mis du temps à décoller. Et là, on progressait d'un point tous les mois, mais c'est pas beaucoup un point. Donc, en fait, on était encore loin d'avoir fait le plein du 30 €. Et on savait, au moment où la question se pose, on sait, on sait que c'est quelque chose qui est faisable certainement en quelques mois. Ça, on en a une bonne vision. On sait aussi que les banques, dès le début du confinement, ont indiqué qu'elles gelaient toutes les mises en production non sensibles, non urgentes, non critiques, en gros, pour donner la priorité de la ressource sur le maintien en condition opérationnelle du système de paiement. Et donc, on sait que c'est faisable en quelques mois. On sait que les banques ne peuvent pas toucher, sauf urgence critique, à leur système d'information. Et donc, le premier message, quelque part, qu'on passe finalement en réponse aux sollicitations, c'est on ne peut pas faire dans un claquement de doigts, on a besoin de temps et si on le fait, ça ne prendra d'effet qu'au début de l'été, au mieux. On a beaucoup d'échanges avec le commerce, on a aussi des échanges avec les pouvoirs publics autour de cette question et à la fois le commerce et les pouvoirs publics ont compris que voilà, on avait un vrai problème de risque opérationnel à gérer, et qu'il fallait qu'on nous laisse un peu travailler dans la sérénité pour voir si un scénario tenait la route pour faire quelque chose en quelques semaines. Et pour être tout à fait honnête, au moment où on dit on va commencer à étudier, on se dit qu'on va sans doute réussir à faire quelque chose pour quelques millions de cartes et peut-être quelques secteurs du commerce. En gros, la grande distribution alimentaire, dont on sait qu'elle a la capacité, comme elle maîtrise ses systèmes d'information, à sans doute reparamétrer facilement ses terminaux. Donc c'est ça un petit peu. On s'est dit, bah, ça, on devrait pouvoir y arriver, donc on commence à regarder. Et on a beaucoup travaillé, notamment avec les banques émettrices, hein, parce que le point critique était sur les banques émettrices. Et finalement, on a dégagé en 3 semaines un scénario permettant d'embarquer une masse vraiment critique de cartes, hein, et non pas quelques millions, mais en gros, plus de 60, et finalement on arrivera à 90%. Un scénario qui permet d'embarquer la quasi-totalité des commerces ouverts et ceux qui vont se réouvrir à partir du 11 mai, et un scénario qui est exécutable sans, sans risque, enfin, sans risque, non, avec un risque opérationnel acceptable par les banques en quelques semaines, et en fait, dans les faits, en 3 semaines. Donc, sérénité pour travailler, motivation et mobilisation, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est remonté jusqu'aux directions générales des banques. Alors, évidemment, la direction générale de carte bancaire, mais surtout les directions générales de banque, qui ont été sensibilisés au fait que voilà, c'est à partir du moment où un scénario était possible, dessiné, ben, il fallait décider de le mettre en œuvre et donner mandat aux équipes pour prendre les choses aux mains, ce qui a été fait. Et donc mobilisation donc des banques, des commerçants et des partenaires industriels et techniques qu'on peut avoir, puisque la monétique, c'est aussi l'affaire d'un écosystème où il y a beaucoup d'industriels, des industriels de l'émission, des industriels de l'acceptation, des mainteneurs, des sociétés de services qui sont en gros, qui gèrent les systèmes acquéreurs de paramétrage des différents terminaux. Et in fine, bon, on va dire, on a le droit de se donner des fleurs, une très bonne coordination et un bon pilotage. Dans une période normale, on aurait lancé les migrations de manière successive. Alors, la dernière fois, on avait d'abord migré les terminaux avant de migrer les cartes. Là, il fallait aller vite, on a migré les deux en parallèle et on a réussi à le faire. Et on a, alors, on a un conseil consultatif commerce qui fonctionne bien de manière fluide. Alors, on l'avait déjà vu au moment de tous les sujets autour de la DSP2 et des RTS, où on a réussi à travailler ensemble, à proposer des choses ensemble. Là, on a réussi, avec le conseil consultatif commerce, à gérer cette situation de crise ensemble de manière très fluide. Et notamment dans les semaines, enfin la semaine dernière et la semaine d'avant, en gros, il y a une dizaine d'enseignes qui ont joué le jeu de test grandeur nature dans une centaine de points de vente. Ça s'est très bien passé. Il y a eu des personnels de magasins, des personnels de banques qui sont venus faire des opérations. Un embargo sur la communication, puisqu'on avait décidé qu'on ne communiquait que sur la date du 11 mai. Et donc tout ça a bien marché. D'ailleurs, c'est parce que ça a bien marché qu'on a lancé le communiqué de presse, un deuxième communiqué de presse ce matin.
Tout à fait, donc Donc voilà, proximité d'un système domestique avec son écosystème. Et donc on est ravis de, voilà, de cette opération. Maintenant, il faut que les clients s'emparent de ce geste. Alors, on sait déjà, et on en aura peut-être quelques chiffres tout à l'heure, mais on sait déjà qu'on n'est pas dans les conditions du passage de 20 à 30 euros, parce que personne, à part le grand commerce qui attendait les 30 euros pour accélérer les passages en caisse sur une tranche plus importante de transactions, personne en gros dans la population, le petit commerce, n'attendait le 30 euros. Hein, voilà. Là, il y a une vraie attente des consommateurs, des commerçants, de petits, grands et moyens commerces. Et donc, il va y avoir aussi une vraie communication incitative, notamment dans la grande et moyenne distribution, pour que les clients prennent très vite le réflexe de prendre, de présenter leur carte, de faire poser ses payés entre 30 et 50 euros. Donc, si j'entends bien, finalement, les facteurs clés de succès, cette fois-ci, pour cette mise en œuvre aussi rapide, aussi agile, avec une coordination exemplaire, elle est liée effectivement à cette communication et à cette coordination pilotée par CB et les acteurs de l'écosystème que vous avez cité tout à l'heure. Voilà. Euh, Et l'habitude de travailler ensemble. Philippe Delanoux, qui représente les industriels de la carte, sait prendre son téléphone le vendredi pour m'appeler d'un sujet. On a aussi traité un sujet qui aurait pu inquiéter le commerce et qui inquiétait beaucoup les banques, qui était celui de la filière industrielle et la continuité de fabrication des cartes. C'est un sujet qui a été traité en quelques jours, finalement, avec des points réguliers entre les industriels de la carte et Carte Bancaire. Donc, cette proximité, cette capacité à s'appeler, voilà, à se mobiliser pour participer très facilement à ce type d'événement, voilà, c'est une particularité de l'écosystème. Le gouverneur de la Banque de France aime à dire qu'on a une coopération en matière de lutte contre la fraude au sein de l'Observatoire extrêmement exemplaire et à nul autre pareil en Europe. Je pense que voilà, c'est une particularité de notre écosystème de savoir travailler ensemble. Très bien. Donc, bon, finalement, la reprogrammation de l'ensemble des terminaux de paiement sans contact et des cartes bancaires qui ont été mis en œuvre le 11 mai dernier, le parc de terminaux français était prêt à accueillir cette évolution avec agilité, finalement. Et il en est de même avec les cartes bancaires, sauf, je crois, celles émises avant 2017. Oui, alors sur les terminaux, globalement, ça s'est effectivement très bien passé, tant pour la monétique intégrée que pour les terminaux autonomes. On a toujours, et ça d'ailleurs c'est aussi un enjeu pour un certain nombre d'acteurs de l'association du paiement, on a fait un point avec les enseignes ce matin qui disaient, globalement ça s'est très bien passé, et après on a toujours quelques exceptions. Alors c'est des exceptions, alors c'est leur vocabulaire ou c'est le mien, c'est des versions plus ou moins exotiques, alors plutôt plus que moins, des versions plus ou moins vieilles, et sans doute plutôt plus vieilles que moins, et des versions plus ou moins agréées, et à mon avis plutôt moins agréées que plus. Donc on a toujours, en gros, c'est la règle de Pareto, mais on a toujours un sujet euh, de, euh, de maîtrise à 100% du parc d'acceptation, de modernisation régulière de ce parc d'acceptation. Et ça, c'est un sujet, alors c'est pas un sujet qu'on découvre aujourd'hui, hein, c'est un sujet qu'on a depuis 15 ans au niveau du parc. Et donc, on aura toujours quelques pourcents. Alors, dès lors que c'est quelques pourcents que ça va, quelques pourcents de terminaux qui vont avoir plus de mal à être mis à niveau. Côté carte, c'est une situation un petit peu différente. Alors, il y a effectivement donc on est aujourd'hui à 90%. Les cartes, il y a plusieurs générations technologiques. Donc, il y a des cartes effectivement un peu plus anciennes pour lesquelles le passage en scripting ne sera pas possible. Alors, aujourd'hui, alors, on est à 90%. Ce chiffre va progresser hein, dans les prochaines semaines. On va relancer des campagnes, enfin les banques, les banques émettrices vont relancer des campagnes de script sur un certain nombre de clients. Il restera, et donc ça c'est une estimation de Loïs Moulin, mais je pense quelques pourcents, moins de 5%,
mais je ne sais pas dire entre 1 et 4, voilà, où on en sera, où là, il faudra attendre le renouvellement de ces cartes, sachant qu'il y a quand même un renouvellement qui arrive en septembre, hein, qui est important. Il va y en avoir un en juin, bon, ça va être un peu tôt, mais le prochain est en septembre, et c'est en juillet, août, il n'y a en général pas de renouvellement, donc ça va permettre quand même d'améliorer la situation. Mais 90% le 11 mai, on n'y croyait pas il y a 6 semaines, ça c'est sûr, hein. Je rappelle, le scénario, le point de départ, c'est on va peut-être arriver à faire 10 millions de cartes pour quelques grandes enseignes de la grande distribution. Oui, alors c'est vrai qu'avec cette situation que l'on vit, les comportements ont changé, et donc les consommateurs sont beaucoup plus enclins à utiliser le paiement, sans contact parce qu'ils se sentent sécurisés. Quels sont les chiffres d'ailleurs du paiement par carte sans contact si on compare par exemple à mai, 2019 vs mai 2020, donc Covid, 2019? Ah, en fait, je vais avoir du mal. Je vais vous donner quelques chiffres, hein, rassurez-vous. C'est très difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, euh, on compare deux situations finalement très différentes. Une situation mai 2019, un mois normal, avec une situation alors début mai 2019 où il y a quand même encore beaucoup de commerces qui sont fermés, et un phénomène, alors on va voir s'il va se réguler en mai, mais qu'on a constaté très fortement en mars et en avril, c'est que le montant moyen des transactions dans tous les commerces essentiels a progressé de manière sensible. C'est-à-dire qu'en fait, le volume de transactions éligibles au sans contact jusqu'à 30, finalement, c'est un petit peu réduit, y compris dans le commerce alimentaire, hein. Voilà, si on fait abstraction de l'aspect fermeture des commerces, hein, pour donner un chiffre, en gros, globalement, la deuxième semaine de confinement, on est sur l'ensemble du paiement de proximité, on est à moins 60, moins 70% globalement. Le sans contact a toujours un peu mieux résisté que le paiement contact, mais il a quand même voilà, souffert de ces volumes. Donc voilà, on va plutôt essayer de regarder en fait dans les semaines à venir comment enfin, en gros la pénétration du sans contact sur la tranche 30-50. Est-ce qu'on va être à quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents très rapidement? Là, le chiffre qu'on a aujourd'hui, c'est sur la totalité des paiements sans contact évalués en gros sur lundi, mardi, mercredi, on estime que 15% sont des paiements entre 30 et 50 euros par carte, hein. Voilà, on regarde vraiment la partie carte. Donc finalement, une pénétration finalement, qui arrive très très vite, dû notamment au fait que dans la grande et moyenne distribution, il y a une incitation et des messages qui peuvent passer dans les commerces par voie de radio, des affichettes ou tout simplement et à minima la sensibilisation du personnel de caisse pour inciter les gens à utiliser le 30-50. Moi, j'ai un Carrefour Market qui est près de chez moi. La semaine dernière, il y avait en gros sur un grand écran, merci de privilégier le sans contact jusqu'à 30 euros. Je suis passé hier soir, et ben maintenant c'est merci de privilégier le sans contact jusqu'à 50 euros. Et c'est ça qui explique à la fois les attentes et cette communication finalement très forte, qui explique que ça va prendre très très bien. Et donc voilà, c'est ça qu'on va chercher à suivre. Et on va regarder ça évidemment par secteur d'activité. Parce que déjà le sans contact aujourd'hui, dans la tranche 0,30, n'avait pas la même pénétration en fonction des secteurs d'activité. On mesurait ce qu'on appelait l'élasticité. Et pour vous donner quelques chiffres, dans les hypermarchés, pendant le confinement, on avait encore une marge de manœuvre de 35% pour des transactions sans contact entre 0 et 30, là où chez les boulangers-pâtissiers, la marge de manœuvre, donc l'élasticité résiduelle n'était que de 12%, 20% dans les pharmacies, supermarché, supérette, on était à presque 38%. Donc c'est ça qu'on va regarder, c'est secteur par secteur, où le 30-50 pénètre bien en fonction des commerces qui sont ouverts. Alors justement, au-delà de 50 euros, on peut utiliser les consommateurs peuvent aussi utiliser, et enrôler leurs cartes via des applications de paiement mobile.
Je suppose qu'avec ce rehaussement des 50 euros, il n'y a pas encore de velléité à le pousser au-delà, puisque les montants sont possibles maintenant avec le paiement mobile au-delà de 50 euros. Est-ce qu'il y a une perspective pour rehausser de nouveau dans les années à venir ce plafond, ou est-ce qu'on se dit non, non, il y a le paiement mobile qui fera l'affaire et qui peut accueillir des paiements au-delà de 50 euros? Alors, il faut quand même rappeler que le sans contact en France est sans contact et sans code confidentiel, et qu'on n'ira pas au-delà de 50 euros pour des raisons de sécurité. Et par ailleurs, parce que, en fait, au niveau européen, le règlement sur le RTS suite à la DSP2 fixe les paiements sans authentification forte au maximum en proximité comme en vente à distance, enfin en proximité, pardon, au maximum à 50 euros. Donc on n'ira pas au-delà de 50 euros dans les prochaines années. On va déjà voilà, regarder ce qui se passe, mettre en place, en tout cas surveiller et éventuellement, le cas échéant, mettre de nouveaux dispositifs en matière de lutte contre la fraude. On a un taux aujourd'hui de 0,02% hein, de taux de fraude des paiements sans contact et sans code confidentiel. Hein, c'est le taux un petit peu français qui était déjà à ce niveau-là en 2018 et qui devrait être peut-être un peu plus bas, le même niveau en 2019. Il faut qu'on soit conscient que voilà, on joue à la fois sur le taux et sur les montants de fraude. Si on maintient ce taux à 0,02%, mécaniquement, la fraude, même si elle est faible, elle augmente, hein, et elle est supportée par les banques. Donc il y a quand même un sujet de gestion du risque, de prévention de la fraude autour du sans contact, autour de 50. Donc on va tout faire pour maintenir un taux bas. Mais aller au-delà de 50, ça ne serait pas, à mon avis, raisonnable. Et de toute façon, aujourd'hui, la loi européenne, de toute façon, l'interdit. Et là aussi, le message, alors, que nous, professionnels, nous tous professionnels de la monétique, et pour nous, est très évident, c'est que tous les paiements entre 0 et 50 euros, vous et moi, on ne va pas réussir à les faire en sans contact de manière assez régulière et pas si marginale et pas si rare que ça. On va être amené à taper son code confidentiel lorsqu'on aura un pain, différentes limites en montant, etc. Voilà. Et il est important voilà, de régulièrement faire des transactions avec code confidentiel en proximité. Et en parlant de limitation justement, sur le sans contact, il me semble que la limite est fixée à 150 euros. Est-ce que ce montant est amené à évoluer? Alors là encore, il y a une règle européenne qui dit 150 euros de montant maximum cumulé de transactions sans code confidentiel en proximité, donc sans contact et sans code confidentiel. Ça, c'est un plafond et chaque banque émettrice fait en fait par rapport à ce plafond, ses propres règles. Donc, elle peut mettre 150 euros, elle peut mettre des montants plus bas, elle peut éventuellement rajouter des compteurs en nombre, elle peut le faire de manière générale pour tous ses clients en fonction des profils de ses cartes. Donc, voilà, il y a une très grande liberté aux émetteurs dans la limite de 150 euros. Je voulais simplement revenir une minute sur la question précédente. Qu'est-ce qui va nous permettre de faire du sans contact au-delà de 50 euros en proximité? Ça sera le PIN online, hein, qui est une évolution qui est cette fois-ci à l'étude en 2020 pour un début de mise en œuvre en 2021 au fur et à mesure du déploiement de CB5 ou de CB5, CB6 ou Nexo. Hein, donc on en est au début. Et ça permettra de faire du paiement sans contact avec le confidentiel. Mais finalement, quel que soit le montant, donc on pourra faire des paiements de 1000 euros en sans contact, mais en tapant son code confidentiel sur le clavier. Et c'est voilà, en plus du paiement mobile qui, évidemment, en parallèle, va aussi se déployer un peu plus fortement. Hein. Le paiement mobile va bénéficier aussi de la perception geste barrière du sans contact. Hein. Les banques ont aussi communiqué par rapport à leurs clients pour les inciter à s'enrôler autour de ce geste-là. Très bien, merci. J'ai une dernière question, puis ensuite, on pourra passer la main aux participants avec leurs questions. J'en ai quelques-unes d'ores et déjà. La dernière question, c'est vraiment, pour être très prospective. Quels sont les enjeux finalement dans les paiements de demain, de l'après?
crise donc sanitaire Covid-19? Alors, il y a un phénomène, voilà, qu'on a constaté, et donc bon, il faut qu'on se pose la question s'il va être durable, c'est que sous la pression du confinement, les consommateurs, d'une part, et un certain nombre de commerçants, d'autre part, se sont convertis, alors on va dire au digital. Plus de manière plus prosaïque, c'est qu'un certain nombre de commerces, pour essayer de pallier un petit peu la perte d'activité liée au fait que leur commerce de proximité était fermé, ont mis en place ou généralisé du drive, de la vente à emporter, des ventes sur Internet, etc., du click and collect. Et ça s'est vu dans les chiffres à partir un mois après le début du confinement. En gros, au moment, sur les premières semaines de confinement, le e-commerce, tout secteur confondu, est en gros à moins 20%. Ah, donc, tout à l'heure, j'ai dit la proximité dans la période la plus, la deuxième semaine la plus critique, on était à moins 70, le e-commerce à moins 20. Et progressivement, on a vu à partir de la troisième semaine, le e-commerce remonter et maintenant il est positif depuis 3 semaines. Donc, en gros, pendant le confinement, les volumes de transactions e-commerce sont en croissance positive par rapport au mois équivalent de l'année 2020. Ça n'est pas les e-commerçants généralistes qui sont à l'origine de cette croissance, c'est en fait la conversion d'un certain nombre de consommateurs et de commerçants à ce nouveau mode de distribution. Et on a, notamment, on regarde dans la petite et moyenne distribution, on a des croissances en matière de vente à distance à 3 chiffres. 100, 150, voilà. Dans la restauration, alors ça c'est plus récent, mais c'est voilà, c'est des croissances à 4 chiffres. On a 1400% de croissance dans la restauration. Ça veut dire qu'en fait, c'est des restaurants qui se sont mis à la vente à apporter, vous réservez sur Internet et on vient vous livrer, etc. Et dans un certain nombre de secteurs sont aussi dans des croissances très significatives, l'habillement y compris. Donc la question, c'est cette conversion, entre guillemets, forcée au digital, au e-commerce, est-ce qu'elle va être durablement ancrée dans les comportements des consommateurs et dans le comportement des commerçants. Alors, la restauration à distance, enfin, commander à distance un repas chez un restaurateur, c'est peut-être conjoncturel, mais sur d'autres secteurs d'activité, le drive, par exemple, qui s'est mis en place, y compris dans les supermarchés, supérettes, peut-être que c'est des choses qui vont vraiment rester. Et donc, il faudra on va faire une photo sur avril de manière consolidée, mais regardez déjà en un an, est-ce que la part du e-commerce globalement a beaucoup progressé par rapport au commerce de détail en France, et voir si euh, ça va se pérenniser et quelque part finalement accélérer cette transformation digitale. Nous, on a par exemple lancé assez rapidement un site, c'était le club du Lab by CB, où on mettait en relation en fait des commerçants de proximité avec des startups françaises pour les aider justement à se convertir au digital et à résoudre des problématiques de livraison, logistique, paiement, encaissement, etc. Voilà, donc c'est ça un des effets peut-être positifs, notamment pour le commerce le commerce de proximité, donc le commerce indépendant, c'est le fait que voilà, ils vont peut-être accélérer leur transformation digitale. Ça ne veut pas dire qu'ils vont abandonner les magasins physiques, mais ils auront aussi des nouveaux modes de distribution pour satisfaire finalement leurs clients. Sachant que, alors moi, le déconfinement n'a rien changé. C'est-à-dire qu'à mon avis, et notamment dans la restauration et le commerce alimentaire, on va encore avoir pendant quelques temps à commander à distance un certain nombre de choses. Voilà. Très bien, merci. Alors, on va passer au Q&R, puisque c'est très chronométré, hein, 30 minutes de questions et le reste dédié aux participants. Alors, première question de Sofiane Moubzit. Merci de nous expliquer les implications de ce relèvement de plafond vis-à-vis de la DSP2 en cette période de crise. Alors, il n'y en a pas dans la mesure où on est tout à fait
dans les limites fixées par la DSP2. On aurait eu un souci si on avait décidé de relever le plafond à 100 euros, mais on l'a relevé à 50 euros. Et il y a eu d'ailleurs une communication de l'EBA fin mars disant voilà, qu'il n'y avait aucun souci pour relever les plafonds sans contact à 50 euros pour ceux qui voulaient le faire. Donc ouais, il n'y a pas de problème par rapport à la DSP2. D'accord, merci. Question de Jean-Michel Wonneau. Pourrait-on déjà anticiper une prochaine hausse du plafond à 50 euros compte tenu de la hausse prévisible du contactless? Bon, on en a parlé un peu tout à l'heure. Est-ce que vous voudriez apporter un complément d'information? Alors non, on va y venir, mais au travers du déploiement du PIN online, ça veut dire des nouveaux terminaux de paiement, enfin des nouvelles versions logicielles chez les commerçants. Donc ça va prendre quand même plus de temps que le passage à 50 euros. Très bien. Et donc, toujours de la même personne, est-ce que ça ne pousse pas aussi le paiement mobile? Si, si, si. Alors, si, mais effectivement, alors, les chiffres hein, en 2018, 11 ou 12 millions de paiements mobiles sans contact versus 2,2 milliards de transactions de cartes. Non, on voit que le paiement mobile, avant le confinement, commençait à décoller, mais ne faisait que commencer à décoller. Donc là, il va y avoir une accélération. Maintenant, on est en 2020, pardon, on est en 2010, enfin, en 2019, on est à 3,3 milliards de transactions sans contact carte. Je pense, les chiffres sortiront, je pense, en juin ou en juillet au niveau de la Banque de France. Je pense qu'on sera autour de 20 ou 30 millions de transactions de paiement mobile sans contact, donc quand même une croissance de 300%. Mais on a quand même, voilà, il y a encore un grand écart. Donc oui, le paiement mobile ça va accélérer son déploiement, mais il ne va pas rattraper de sitôt la carte. Donc c'est pour ça que le sujet de l'augmentation du plafond de la carte était important. Très bien, merci. Question de Yves Jacob, du CPI. Quid des 5 transactions maxi de la PSD2? Alors, les banques, en fait, elles ont le choix de gérer soit un plafond cumulé, soit un nombre maximum. Parfois, elles font les deux, mais elles font en général toutes à minima le plafond cumulé. C'est plutôt là-dessus qu'elles vont jouer. Donc, elles vont gérer un plafond cumulé à la fois offline pour certaines et sur leur serveur d'autorisation. Et le 5 n'est pas nécessairement le chiffre. Celles qui vont gérer un plafond pourraient peut-être mettre plus dès lors qu'elles gèrent un plafond en montant inférieur ou égal à 150 euros. Certains consommateurs ont bloqué le sans contact sur leur carte avec la pandémie. Avez-vous constaté un débloquement de la fonctionnalité sur ces cartes? Alors, nous, on ne peut pas le constater. On n'a pas posé la question aux émetteurs, mais les émetteurs ne nous ont pas non plus remonté ce phénomène. Ce qu'on a tenu, à l'inverse, à dire, en tout cas, la question nous a été posée, si un client qui était toujours aussi réticent, enfin qui était réticent et qui avait donc bloqué la fonctionnalité sans contact, est-ce qu'elle allait être réactivée à son insu et contre sa volonté? La réponse est non. C'est un client qui a désactivé le sans contact, le 50 euros ne change rien, son sans contact reste désactivé et à lui de faire effectivement la démarche pour le réactiver. Mais on n'a pas de statistiques, ni même de manière qualitative, à part quelques verbatims de commerçants qui disent que voilà, maintenant les consommateurs réclament le sans contact, mais voilà, j'ai pas plus de chiffres. Très bien. Question de Denis Le Sieur. L'un des principaux schemes internationaux a communiqué dès fin mars sur le relèvement du plafond à 50 euros ou l'équivalent en monnaie locale dans l'ensemble des pays d'Europe. Pourquoi cette opération a-t-elle été plus facile à réaliser dans certains pays qu'en France? Alors, lorsque vous regardez attentivement la communication de ce schéma international, vous apercevez que finalement, il n'y a aucune échéance qui est indiquée et aucun volume qui est indiqué. Donc finalement, c'est une échéance, une annonce alors, réglementaire et commerciale, il est possible, nous allons accompagner les pays, etc. Mais dans les faits, vous ne savez pas en combien de temps euh, cela aura été fait et quelle couverture cette décision
aura été effective. Après, il y a des pays où la monétique est extrêmement centralisée, ou on va dire intégrée verticalement, et à la fois où l'acquisition et l'émission sont contrôlées par un seul acteur. À partir du moment où vous maîtrisez au sein d'un seul acteur un grand processeur, l'acquisition, dont le paramétrage des terminaux de paiement et, et le fonctionnement du serveur d'autorisation, il est plus facile d'intervenir sur, voilà, sur un seul système que sur un certain nombre de systèmes. Nous, on a une monétique qui est extrêmement décentralisée, à la fois décentralisée à l'émission, puisqu'on a un certain nombre d'émetteurs autour de la table, et à la fois décentralisée au sein de l'acquisition et de l'acceptation, avec des grandes enseignes qui peuvent avoir leur propre monétique qu'elles contrôlent de A à Z, d'autres grandes enseignes qui en fait ont choisi de laisser finalement chaque magasin travailler avec son acquéreur. Donc la décentralisation, elle a beaucoup d'avantages en matière commerciale notamment. C'est aussi une caractéristique du marché français. Et après, elle a introduit une complexité supplémentaire lorsqu'on devait faire une mise à niveau informatique en période de crise. Voilà. Très Mais bien. je ne suis pas sûr, honnêtement, alors, je ne suis pas allé vérifier parce que ça n'a pas été en gros ma priorité d'aller vérifier dans les autres pays européens, dans tous les pays européens où l'annonce avait été faite, que ça avait été fait en 2 coups de cuillère à peau. J'en doute finalement, j'en doute fort. Très bien, merci pour cette réponse complète. Question de Christine Bardoula. Pensez-vous que les cartes de paiement biométriques qui permettent le paiement sans contact, sans plafond, sera le prolongement de cette demande sanitaire? Alors, je connais bien Christine. Nous, enfin, c'est tant avec IDEMIA qu'avec Thales maintenant et Desique, c'est un sujet, hein, la carte biométrique, le capteur d'empreinte digitale qu'on porte depuis au moins 3 ans. Il y a des pilotes en cours. On espère tous qu'on aura une capacité à commercialiser ce type de produit à partir de 2021. Moi, j'ai une conviction, mais qui n'engage que moi, c'est que ça va quand même rester durablement un produit plutôt de niche, sauf, et ça dépend de Christine, si elle arrive à vendre ce produit-là aussi peu cher qu'elle vend une carte à puce traditionnelle. Mais à court terme, ça va pas être le cas. Donc, ça risque d'être un produit qui est plus haut de gamme. Un certain nombre de clients seront sans doute prêts à payer pour, parce que c'est un produit qui va leur apporter une certaine satisfaction. Mais tout à l'heure, on a parlé de la carte sans contact, on a parlé du mobile, la carte bio qui arriverait en 2021. Voilà, avant qu'elle conquiert des centaines de milliers, puis des millions d'utilisateurs, il va s'écouler un petit peu de temps. Mais l'enseignement qu'il faut qu'on tire d'ailleurs de la carte bio, c'est que il y a une marge d'innovation pour la carte physique. Et donc, il faut profiter de la capacité de nos industriels, dont j'aime à rappeler régulièrement à la presse que c'est au départ des industriels français devenus des champions maintenant mondiaux. Il y a une matière à faire progresser la carte dans l'innovation. Mais il y a aussi un principe de réalité, c'est que cette carte, voilà, ça reste une carte qui va, à mon avis, coûter nettement plus cher dans un premier temps que la carte traditionnelle. Merci. Alors, une question de notre président qui dit bonjour Loïs et qui enchaîne avec la question suivante. Nouveau mode de distribution, drive, vente à distance. Risquons-nous de voir arriver sur le marché une nouvelle typologie de terminaux de paiement, plus mobile, en fait un matériel entre le TPE et le POS? Euh, en fait, je pense que ceux qui savent le mieux répondre à cette question, c'est les industriels de l'acceptation. Donc, en gros, c'est Ingenico, Verifone. C'est eux qui, parce que c'est leur métier, qui ont une vision finalement un peu plus prospective de est-ce que ces nouveaux formats de
de matériel vont s'imposer. Alors, moi, je suis moins sur des aspects matériels depuis quelques années, mais le TPE léger, à mon avis, ça rappelle des souvenirs à beaucoup d'entre nous. Ça fait, allez, 10 ans minimum qu'on en parle, hein. C'est 10 ans où je pense que de manière assez sincère, on a tous pensé que le TPE léger allait s'imposer. Et en fait, le TPE léger s'est toujours pas imposé. Il y a eu beaucoup d'espoir, même sur, et même quelque part, une sorte de volonté du CNPS de promouvoir les smart POS, donc en gros les TPE à base de smartphones. Et on a vu là aussi que la pénétration quantitative, malgré beaucoup d'efforts de la part des banques, d'opérateurs, de deals entre les banques et les opérateurs, voilà, c'est finalement un format qui ne s'est pas imposé comme on pouvait l'espérer au début. Donc aujourd'hui, honnêtement, je suis incapable, moi, de savoir ce que va être l'évolution, en gros, du terminal de paiement de demain. Voilà. Très bien, on arrive en fin donc de notre émission 45 minutes chrono. Je vous pose une dernière question, puis il y en a plusieurs encore, mais je vous en pose une dernière. Il s'agit donc de Didier Pinson. Le chiffre de 90% des cartes correspond-il au parc total, y compris les cartes non éligibles au sans contact? Et une Non, autre question. Non? non, en fait, c'est 90% des cartes sans contact. Voilà. Alors, qui étaient à 85% en décembre 2019 et qui doivent être pas très loin de 90. Donc, en fait, il faut faire 9 fois 9, donc ça nous fait 80%, un peu plus de 80% des cartes du parc total. Très bien. Une dernière, par courtoisie, parce qu'il y en a encore une dernière. Les émetteurs ne vont-ils pas renouveler par anticipation les cartes qui ne peuvent pas accepter du scripting? Alors ça sera leur éventuelle décision et aujourd'hui, je n'ai pas d'informations là-dessus. Très bien. Et puis la dernière d'un de nos membres, allez, une dernière. Alors, j'ai une dernière question. Quel est le plafond maximum autorisé pour un paiement avec mobile? Il n'y en a pas. Dès lors que c'est un paiement avec code confidentiel ou vérification d'une empreinte digitale, il n'y a pas de plafond. Très bien. Alors Loïs, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à l'ensemble des questions, y compris à celles des participants. Je vous remercie de nous avoir accordé ces 45 minutes, alors avec 2 minutes en plus aujourd'hui. Non, il n'y a pas de souci. Maurice vous remercie aussi chaleureusement et Merci. j'en profite pour vous demander à tous si vous pourriez, je vais vous débloquer un petit sondage de questions, cela vous prend 2 minutes. Hop, j'ouvre le vote, répondez s'il vous plaît à ces questions et nous mettons fin à ces 45 minutes chrono de notre rendez-vous hebdomadaire et je vous donne rendez-vous au prochain rendez-vous, non pas semaine prochaine mais semaine suivante, pour parler de la désinfection des terminaux de paiement en période donc de crise sanitaire. Alors, j'attends la fin du vote. 67% voté. Vous pouvez voter aussi, Loïs, Alors, comment je fais moi pour voter? si vous le voyez. Je ne sais pas si vous le Ah, voyez. je vois le résultat du vote. Ah bon, alors oui, c'est normal, vous êtes co-animateur, alors vous nous répondrez par mail. 95% de vote et on va atteindre les 100%. Merci aux participants, merci encore Loïs. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Et à bientôt. Au revoir à tous Au et prenez revoir. soin de vous. Merci.